Bonjour à toutes et à toutes. D'abord, quelques mots de bienvenue à ce webinaire sur la qualité de l'air autour des écoles. Pour vous remercier d'être aussi nombreux autour de vos écrans sur ce sujet hautement important. Et pour vous donner quelques petites règles de bon fonctionnement qu'on connaît déjà tous maintenant depuis le temps qu'on fait de la visio. Déjà, tous ceux qui sont rentrés dans la visio aujourd'hui ont eu leur micro et leur caméra coupés. Donc, si vous avez des questions à poser, on vous invite à les poser via le chat. Fanchon et Lorraine se chargeront de les répertorier. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et sinon, de toute façon, nous aurons un temps d'échange, questions-réponses après les interventions de chacune et de chacun. Je vais me présenter, parce que j'aurais dû commencer par ça, chose que je n'ai pas faite. Donc, je suis Cécile Sénatiempo, je suis membre de l'Alliance des collectivités à la qualité de l'air et je suis aussi conseillère déléguée en charge de la qualité de l'air à Grenoble-Alpes Métropole. Voilà, je vais vous présenter rapidement quelques mots sur l'Alliance, pour ceux qui ne connaissent pas, et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Donc l'Alliance, c'est quoi? C'est un réseau de collectivités qui sont engagées sur la question de la qualité de l'air, qui est constitué en association depuis 2018 et qui a pour présidente Françoise Chetzel, qui est vice-présidente à la métropole de Strasbourg et qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de la remplacer et de représenter l'Alliance lors de ce webinaire. Le réseau, c'est quoi? C'est un échange de collectivités sur leurs échanges de pratiques sur ce qui se passe sur nos territoires en termes de qualité de l'air. En fait, moi, je suis nouvellement élue et je dois dire que c'est très, très agréable de pouvoir discuter avec d'autres élus sur ce qui se passe sur leur autre territoire, comment chacun, on prend à bras-le-corps cette question de la qualité de l'air, qu'est-ce qu'on met en place sur nos territoires, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et le réseau de l'Alliance nous permet d'échanger sur ces questions-là et de nous améliorer, donc chacun sur nos territoires, ce qui est très, très important. Au-delà de ce lieu d'échange, l'Alliance est aussi un collectif qui crée des écrits, qui produit des écrits, donc plusieurs petits livrets thématiques. Un est sorti en avril sur l'air et sur… je suis désolée, je me perds dans mes notes. Air et mobilité. Merci Fanchon, je ne sais plus du tout où j'en suis, donc sur l'air et mobilité qui est sorti au mois d'avril. D'ailleurs, je crois que si ce n'est pas déjà fait, on va vous mettre le lien sur le chat. Un autre est prévu sur l'air et l'urbanisme à la fin du mois et deux autres à venir, un sur l'air et l'agriculture et l'autre sur l'air et l'énergie. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait des écrits, mais aussi on organise des journées d'échange et des webinaires. Et aujourd'hui, nous avons choisi de faire un webinaire sur les risques scolaires pour différentes raisons. La première des raisons, c'est que dans le cadre de la Journée nationale de la qualité de l'air, qui est organisée tous les ans par le ministère de la Transition écologique, cette année, le terme, c'est la jeunesse. Donc, il nous a paru important de parler de la jeunesse et de la qualité de l'air. Donc, quel plus beau sujet que celui de la qualité de l'air autour des écoles pour aborder cette question-là. Et l'autre chose, c'est qu'on voit dans nos différentes municipalités depuis plusieurs années, voire des parents d'élèves, des associations qui de plus en plus souvent nous interpellent, élus du territoire, sur cette question de la qualité de l'air autour des écoles, sur la question de la sécurisation des sorties et des entrées d'école. Donc, une des réponses qu'on peut leur apporter, c'est la mise en place des rues scolaires, de la place pour des enfants. Je sais qu'à Grenoble, on parle de place aux enfants ou de rue des écoles. Peu importe le nom qu'on y met, l'idée, c'est vraiment, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui dans ce webinaire, c'est vraiment d'agir autour des écoles pour apaiser la circulation, changer les habitudes et surtout améliorer la qualité de l'air. Donc, le déroulé de ce webinaire, nos partenaires qui sont la Ligue nationale contre le cancer, l'ADEME, l'UNICEF et la Rue de l'Avenir vont se présenter et nous aurons en fin de webinaire un partage d'expériences de différentes collectivités qui ont mis en place ces rues scolaires. Et ensuite, nous aurons notre petite demi-heure d'échange, questions-réponses pour aller plus loin.
Je laisse donc maintenant la parole à Jody Sauré de l'UNICEF. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, je vais être chargée d'exposer les raisons pour lesquelles c'est important d'agir, mais heureusement, je crois que de plus en plus, nous sommes tous conscients ici qu'il faut agir. Alors, je vais quand même revenir sur certaines données importantes. Mais en tout cas, voilà, je pense que le nombre que nous sommes aussi aujourd'hui montre bien la prise de conscience, puisque en effet, on a pris. Il y a quand même une connaissance croissante du fait que la pollution de l'air a un impact sur la santé des individus en général. Et c'est vrai que parce que, en l'occurrence, je représente l'UNICEF, nous avons voulu mettre on va dire un focus un peu plus important sur la question de l'enfance, puisqu'on s'est rendu compte au début on a commencé à travailler sur ce sujet en 2019, que la vulnérabilité spécifique des enfants, qui est avérée, était finalement peu connue. Donc, c'est un travail qu'on mène depuis 2019 et sur lequel de plus en plus d'acteurs nous ont rejoints et donc nous en sommes ravis. Pourquoi est-ce que c'est important d'agir ? Déjà parce que les chiffres sont assez édifiants. 3 enfants sur 4 respirent un air toxique en France, selon l'OMS. Et je tiens à préciser que ce chiffre a été établi avec les anciennes normes, enfin avec les anciennes lignes de l'OMS. Aujourd'hui, puisqu'il y a eu une modification de ces lignes qui ont été rendues encore plus exigeantes à la fin du mois de septembre, finalement, le chiffre est probablement encore plus important. Pourquoi c'est important de le préciser ? Parce qu'en fait, même avec les anciennes normes de l'OMS, celles qui considéraient que 3 enfants sur 4 en France respiraient un air toxique, on savait déjà, à vrai dire, que même en deçà des normes de l'OMS, il y avait déjà un impact sur la santé des enfants. Alors peut-être avant de détailler quel est cet impact, je voudrais dire peut-être expliquer pourquoi 3 enfants sur 4 respirent un air toxique, pourquoi on arrive à ce chiffre-là. Alors, il y a un lien évidemment avec le fait que 80% des Français environ vivent dans des villes et que dans des villes, il y a une source de pollution de l'air, à savoir le trafic routier, dont on a du mal à diminuer les émissions. Il y a aussi évidemment d'autres sources de pollution en ville, mais on s'aperçoit que finalement, il y a peut-être eu plus de progrès qui ont été réalisés. Pour le moment, on s'aperçoit que les villes françaises sont encore très dépendantes de la voiture, ce qui explique que finalement, on a du mal à réduire cette place du trafic routier dans les émissions de polluants. Donc, quand on parle des polluants, on parle notamment des particules fines qui sont particulièrement dangereuses pour la santé parce qu'elles pénètrent dans l'organisme justement parce qu'elles sont très fines. Et puis aussi, on parle du dioxyde d'azote. On pourrait aussi parler de l'ozone, mais je vais en tout cas me concentrer sur ces polluants-là. Donc, comme je le disais, il y a une prévalence du trafic routier en ville qui fait que les populations sont fortement exposées à des dépassements de pollution de l'air et que, évidemment, cela a un impact sur la santé. Les lieux de vie des enfants sont assez régulièrement dans les villes exposés à des dépassements des normes européennes de pollution de l'air. On pense notamment aux écoles, on pense également aux crèches. Certaines associations ont fait ce travail de cartographie pour essayer justement de connaître mieux l'exposition des enfants sur les lieux qu'ils fréquentent régulièrement. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à tout ça ? Parce que l'exposition à la pollution de l'air a des impacts graves sur la santé des enfants. Donc, quand on parle de l'exposition, il faut bien comprendre que ça commence dès la période de gestation. Donc, quand la femme est enceinte, l'enfant dans le ventre est déjà affecté par la pollution de l'air si la femme elle-même se trouve dans une zone polluée, avec des risques d'accoucher d'un enfant de faible poids. Donc en dessous de 2,5 kg, ce qui va avoir ensuite des impacts sur la vie de cet enfant qui est né hypotrophe, donc de faible poids. Et puis, dans l'enfance également, puisqu'il y a la croissance des différents organes, le développement de l'organisme, on s'aperçoit que la pollution de l'air va avoir un impact grave avec le développement de certaines pathologies qui vont suivre l'enfant tout au long de sa vie, la plupart du temps. Alors évidemment, c'est des problèmes respiratoires, on pense à l'asthme, on pense à des allergies respiratoires, on pense à des allergies alimentaires également, à de l'eczéma, et puis également des problèmes de santé auxquels on pense peut-être moins instinctivement, mais qui sont aujourd'hui bien documentés, notamment des risques accrus de développer des syndromes dépressifs, également de l'obésité ou encore du diabète, du fait de l'exposition à la pollution de l'air.
Donc, en fait, on a longtemps eu cette image un peu des poumons de l'enfant qui étaient attaqués par la pollution de l'air, mais en fait, ça va bien au-delà. Et puis, évidemment, ça peut aller jusqu'au développement de leucémie et de cancer. Et comme je le disais, la particularité, c'est que ces conséquences-là, elles ne vont pas s'améliorer au cours de la vie, sauf si on réduit drastiquement l'exposition de l'enfant à la pollution de l'air. Mais malheureusement, les conditions de vie dans les villes font aujourd'hui que voilà, on peut pas soustraire la majorité des enfants à la pollution de l'air à laquelle ils sont exposés. Et pourtant, ça doit clairement être l'un de nos objectifs. Et puis, je profite pour dire un mot sur la vulnérabilité accrue des enfants pauvres face à la pollution de l'air, puisque nous avons sorti un rapport aujourd'hui sur ce sujet-là, puisque nous avons essayé de mieux comprendre si les enfants pauvres étaient plus exposés à la pollution de l'air et s'ils étaient plus vulnérables. Alors, plus exposés, pas toujours, parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de questions de développement de la ville, d'histoire de l'urbanisme de la ville. En revanche, ils ont plus de difficultés à se soustraire lorsqu'ils sont exposés à une pollution de l'air, parce que pas forcément une possibilité de changer de logement, de changer de quartier. On pourra y revenir dans les questions si vous le voulez. Mais en revanche, on est certain, et ça c'est vraiment univoque, que les enfants pauvres sont plus vulnérables du fait de l'ensemble des expositions néfastes auxquelles ils font face au cours de leur enfance. Nous pourrons y revenir, mais en tout cas, voilà plusieurs bonnes raisons, il me semble, d'agir, et puis véritablement un besoin de penser la protection des enfants comme l'un des objectifs de la politique de lutte contre la pollution de l'air. Aujourd'hui, c'est encore peu fait. Alors, ça l'est de plus en plus, mais je pense qu'on a une bonne marge de progression, puisque la plupart des politiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui ne se concentrent pas forcément spécifiquement sur les enfants. Alors, c'est normal, parce qu'en fait, ces mesures, elles doivent bénéficier à l'ensemble de la population, et ce qui bénéficie aux adultes, manifestement, bénéficiera aux enfants. Mais puisqu'il y a cette vulnérabilité accrue, on appelle vraiment à des mesures spécifiques en direction des enfants, d'où la proposition que l'on porte maintenant depuis 2019 des rues scolaires. Et puis, même si alors, ça aussi c'est assez instinctif, on appelle aussi à véritablement inclure les enfants dans la transition vers des mobilités moins polluantes, parce que le changement de mobilité, ça peut s'apprendre dès l'enfance, c'est véritablement important. Et puis, parce que dans l'ensemble des sujets en France, on n'en tient pas suffisamment compte, faire participer les enfants. Bien souvent, avant de mettre en place une rue scolaire dans un établissement, on peut avoir un intérêt à avoir une concertation avec les parents d'élèves, mais aussi avec les enfants. Donc, voilà, penser la place de l'enfant dans la ville, c'est aussi lui donner la parole, le consulter et savoir ce qu'il préconise aussi. On s'aperçoit que de par leur expérience, les enfants ont généralement beaucoup de choses intéressantes à proposer. Voilà, je ne sais pas exactement si j'ai respecté mon temps, mais en tout cas, je serai ravie de prendre vos questions ensuite au moment voulu. Je vous remercie. Alors, voilà. c'est au tour de Chantal Derken de l'ADEME. Bonjour Chantal. Bonjour, merci. Donc moi, je vais vous présenter les résultats d'une expérience à l'époque innovante aux États-Unis, en Angleterre, pardon. En fait, nous avions commandé un rapport sur les effets des mesures qui modifient le trafic routier en Europe et d'évaluer les effets sur la qualité de l'air de ces évolutions de trafic routier. Et parmi ces expériences, donc, il y avait de la piétonisation, il y avait toutes sortes de dispositifs. Il y avait les rues scolaires en Angleterre. Et donc, le cas école, c'était à Édimbourg, parce qu'on se situe en 2015-2016, donc c'était une expérimentation à l'époque. Donc, c'est la première slide, voilà. C'était plutôt original. Depuis, ça s'est assez développé. Donc, dans la discussion, là, je vous mets tout de suite ce rapport de l'ADEME sur lequel vous pourrez trouver cette expérience d'Édimbourg. Et je vous mets également un site anglais qui présente les expériences de façon plus exhaustive, parce que depuis 2015, il s'est passé pas mal de choses en Angleterre.
avec des retours d'expérience plus larges, assez intéressants, d'autant que il y a une pratique évaluative importante dans cette zone anglo-saxonne, dans ces pays anglo-saxons, et du coup, il y a des évaluations. Alors là, je vous montre juste rapidement pour que vous voyez concrètement ce que ça a donné. Donc, vous avez la petite carte là qui montre les rues dont la circulation est interdite aux véhicules motorisés de façon temporaire, hein, c'est juste au moment des entrées et sorties de classe, et seuls sont autorisés à circuler les piétons et les cyclistes. Voilà, c'est ça le principe à l'époque, en tout cas, et encore aujourd'hui en Angleterre, des rues scolaires. C'est des programmes qui ne sont pas nés du tout dans l'esprit d'améliorer la qualité de l'air, hein. C'était un problème de sécurité et il s'agissait de faire baisser la dangerosité et de permettre aussi aux enfants les plus débrouillés, les plus avancés en âge, d'aller seuls à l'école. Alors, quels sont les résultats qu'on a? C'est ce que je vous disais, hein, l'Angleterre a une pratique évaluative importante. Donc, ils ont évalué les dispositifs et ils ont constaté que la vitesse moyenne des véhicules circulant autour de ce périmètre avait un peu baissé, que le nombre de voitures total avait baissé, que ce soit dans les rues, évidemment, où la circulation est interdite, ça, d'accord, c'est évident, mais aussi, alors, dans les rues périphériques, il y a un peu d'augmentation, évidemment, c'est tout de suite ce qu'on pense, c'est-à-dire dès lors qu'on ferme à la circulation certaines voies, les autres alentours craignent, à raison, de voir leur circulation augmenter. En fait, ce qu'on a en baisse n'est pas compensé. Il y en a qui, les voitures, il y a vraiment un moins de voitures de 2259 véhicules, donc 3179 véhicules qui ne viennent plus aux abords des écoles et 920 qui viennent dans les rues périphériques, mais donc il n'y a pas un report total, bien au contraire. Voilà, et donc c'est au final bénéfique sur le nombre de circulations de voitures et sur la vitesse de circulation. Dans la slide suivante, on a eu une évaluation, la présentation de l'évaluation de finalement que font les enfants avec leurs parents, qui soient ou pas avec leurs parents, et comment se comporte le partage modèle des élèves. Donc là, il y avait eu, alors ils avaient été équipés de tablettes pour déclarer comment ils étaient venus à l'école. Et puis, un an après avoir mis en place le dispositif, la même évaluation. Donc, on observe qu'il marche plus souvent, le vélo décroît un peu et la voiture a clairement décru. Alors, j'ai regardé les résultats plus récents sur le site anglais et le vélo s'est plus développé. Alors, il y a eu un effet récent du Covid qui est la baisse des transports en commun. Plus forte, surtout dans les rues qui n'étaient pas les rues scolaires. Enfin, vous pouvez aller voir sur le site, c'est vraiment très intéressant la façon dont le partage modal se fait. Mais ce qu'il constate toujours, c'est que la marche augmente et dans les études plus récentes, le vélo augmente aussi. Alors là, il faut bien voir que ces résultats datent d'il y a 5-6 ans et qu'il y a des apprentissages qui se font. Là, c'était un stade expérimental. Il y a des apprentissages qui se font et l'adoption de nouvelles pratiques actives qui, petit à petit, peuvent s'inscrire dans le temps. Tandis que les voitures, elles ne sont plus d'actualité pour un certain nombre de parents qui amènent leurs enfants. Alors, qu'en est-il sur le plan de la qualité de l'air? Bon, là, je ne vous ai pas mis tous les résultats, il y a des tas de tableaux de chiffres. En gros, sur les NOx, ça baisse. Alors, le transport routier, c'est le principal pourvoyeur de NOx en ville. Donc, on observe cette baisse intéressante dans les rues à proximité des écoles et les rues environnantes. Donc, ils ont fait des mesures assez précises. Ce qui est plus difficile, c'est effectivement que de travailler sur les rues scolaires, ça permet localement, à un certain moment de la journée, de faire baisser les NOx. Pour autant, le fond urbain, ça nécessite de travailler plus globalement
les concentrations de fonds urbains, ça nécessite de travailler plus globalement sur plein de curseurs à la fois. Donc, c'est les constats de cette étude qu'on a fait mener sur le benchmark européen des modifications du trafic routier. C'est parce que vous piétonnisez, que vous avez des rues scolaires, que globalement, la qualité de l'air du fond urbain sur une grosse métropole va s'améliorer. Il faut vraiment faire beaucoup d'actions. Mais voilà, au moins, localement, on a un résultat. Alors ensuite, ils ont mené une enquête auprès des parents d'élèves et des habitants. Alors, il y avait une partie de l'enquête qui était passée avant la mise en place de la rue scolaire et puis après. Donc, il s'agit de tester un peu l'acceptabilité et pas seulement que pour les parents d'élèves, mais aussi pour les personnes qui résident et les personnes qui résident dans les rues périphériques. Donc, vous voyez dans le, je vous ai pas mis là encore tous les résultats, mais c'est un cinquième à un tiers quand même les résidents qui habitent les rues périphériques considèrent que ça leur rend la vie un peu plus difficile. Sinon, une acceptabilité quand même forte, si on regarde dans l'autre sens, que 80% des parents d'élèves et des résidents plébiscitent en définitive la mesure. Et puis, sur l'idée de la dangerosité, finalement, vous voyez ce qui était le point d'accroche initial de ces dispositifs, c'est pas ce qui accroche le plus en définitive. Le résultat, ils retiennent que les rues sont plus sûres, mais il y a plein d'autres avantages qu'ils y voient et ça devient une facette parmi d'autres du dispositif. Voilà, alors pour conclure, j'ai une dernière slide, Sophie, voilà, qui est les avantages de ces dispositifs. C'est l'amélioration de la sécurité, ça reste quand même un argument de poids. Globalement, une réduction des vitesses de circulation et des réductions de trafic dans les voitures, le trafic de circulation alentour de ces écoles, une amélioration de la qualité de l'air pour les NOx, et puis le développement des mobilités actives, dont on peut voir dans le temps, c'est ce que je vous disais, les expériences l'expérience d'Édimbourg, elle se citait il y a 5 ans. Déjà aujourd'hui, on voit des évolutions sur la part du vélo qui prend sa place. Donc c'est une espèce de pied dans la porte pour les mobilités actives, qui donne les idées, qui permet d'expérimenter, de tenter une nouvelle façon de se déplacer, de voir que c'est possible et pourquoi pas aller plus loin que l'école pour les parents. Voilà. Merci. Chantal, maintenant nous allons donner la parole à Denis Moreau de Rue de l'Avenir. Denis, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Denis Moreau, je suis vice-président actuellement de Rue de l'Avenir. Rue de l'Avenir étant une association qui a été créée en 1988, en fait, à la suite d'une opération qui a été menée par la Ligue contre la violence routière avec la participation de deux grands réseaux, le réseau des associations qui s'occupent de déplacements, les cyclistes, les piétons, la Ligue contre la violence routière, et puis le réseau éducatif, c'est-à-dire les associations d'éducation populaire, et puis également les associations de parents d'élèves. Donc on s'est réunis, et en 88, compte tenu du succès de l'opération Rue de l'Avenir qui a eu lieu en novembre 87, on a créé Rue de l'Avenir. Donc je vous laisse regarder peut-être les objectifs parce que voilà, j'ai essayé de synthétiser les différents objectifs de la Rue de l'Avenir et vous voyez que c'est essentiellement par une entrée sécurité que nous avons travaillé sur ce dossier des abords d'école en particulier et nous travaillons sur la modération de la circulation, c'est-à-dire moins de vitesse et moins de voitures. Nous travaillons également sur le partage de l'espace public, c'est-à-dire moins de voitures, plus de piétons, plus de vélos, et puis des quartiers apaisés. Et enfin, on essaie d'améliorer et de contribuer à améliorer les conditions de vie en milieu urbain avec des campagnes. Donc là, vous avez le logo de Rue de l'Avenir, mais on a aussi fait une campagne sur la vitesse à 30 km/h en ville, les villes 30, et puis sur les rues aux enfants, rue pour tous, puisque depuis 2015, on fait partie d'un collectif qui a monté des appels à projets avec le Café Zoïde, avec l'ANACEJ, et puis avec Vivacité Île-de-France.
On peut passer à la slide suivante. Donc, pour Rue de l'Avenir, je dirais qu'il y a deux conditions préalables. C'est la réduction de la vitesse et également la réduction du trafic motorisé. Et cette réduction a un impact en ce qui concerne, bien sûr, la qualité de l'air. Et donc, c'est très important et j'ai été vraiment intéressé par l'intervention précédente parce qu'elle nous montre que finalement, agir est possible et qu'on a un impact sur, je dirais, à la fois les questions de sécurité, mais aussi le lien avec la qualité de l'air qui est important. Donc, on peut agir à partir de 4 leviers. Le premier levier est la réglementation. La réglementation, il faut faire connaître les initiatives de ville en ville et puis d'école en école. Le deuxième levier, c'est l'aménagement et le plan de circulation qui est souvent remis en cause lorsqu'il y a un aménagement aux abords d'une école. Il y a la lutte contre le transit qui est un point qui commence vraiment à maintenant être traité par beaucoup de villes en France et c'est une bonne nouvelle. Et enfin, le dernier point, c'est les changements de comportement. Et là, je dirais que le chantier est devant nous parce que c'est un chantier compliqué, difficile. Changer les habitudes demande vraiment, je dirais, à la fois une certaine opiniâtreté et puis aussi une décision un peu collective, parents d'élèves, enseignants, habitants, qui peuvent prendre ce dossier pour effectivement changer les comportements, mais c'est compliqué. Voilà. Donc, premièrement, la réglementation. Je dirais simplement qu'il y a deux grande catégorie, il y a la question du statut de la rue, mais ça, je dirais, effectivement, on sait faire, et c'est une question de volonté politique. Il y a l'aire piétonne, il y a l'interdiction de circuler, il y a la zone de rencontre, et dans beaucoup de villes, maintenant, ces dispositifs se mettent en place au fur et à mesure, et il y a tout un mouvement, je dirais, depuis 3-4 ans, et qui a été un peu accéléré avec la campagne des municipales. Le deuxième point, c'est la limitation de vitesse, avec le panneau à 30. Et il y a des pays d'ailleurs qui mettent un panneau à 30 automatiquement aux abords de l'école. C'est fait dans certaines villes en France. Je pense à la Belgique qui a intégré cela dans sa législation. Il y a la zone 30. Zone 30 que maintenant on commence à bien connaître et la zone 30 cède la place peu à peu à la ville 30. Ville 30 où vous avez donc dans toute l'agglomération la vitesse à 30 km/h, sauf généralement sur certaines artères qui sont encore à 50 km/h. On peut passer à la slide suivante. Après la réglementation, c'est l'aménagement, avec 3 questions à mon avis. C'est la localisation de l'école, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir en amont au moment du plan d'urbanisme, savoir où est-ce qu'on va mettre l'école, où est-ce qu'on va mettre le collège, où est-ce qu'on va mettre le lycée. Trop souvent, il y a une absence de réflexion sur, je dirais, les conditions de sécurité aux sorties des établissements scolaires en amont, c'est-à-dire au moment du plan d'urbanisme et au moment où on va implanter l'école ou le collège. Le deuxième point, c'est le parking à distance. Le deuxième point, c'est donc le parking à distance. Ça a été fait à Caen en particulier. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on met le parking à 100 ou 150 mètres de l'école et on fait un petit chemin, un court chemin à pied avec l'élève pour le conduire jusqu'à la porte de l'école. Donc ça, c'est une solution à mon avis intéressante. Et puis le parvis, de plus en plus d'écoles maintenant et de collèges organisent un parvis devant. Trop souvent, les écoles sont sur un trottoir qui est relativement peu large et qui donne ensuite sur la rue ou sur même des voies départementales. Et donc, il faut effectivement, quand on construit une école, un collège, penser à faire un dégagement devant parce que les élèves, lorsqu'ils sortent de classe, ont envie de se détendre et ils ont besoin d'espace. On peut passer à la slide suivante. Alors peut-être avant, je voudrais vous présenter, parce que j'ai l'impression que vous l'avez mis dans la slide précédente, c'est les 2 ouvrages qui viennent d'être publiés. Si vous pouviez peut-être reculer si c'est possible. Voilà, donc c'est l'ouvrage sur les rues scolaires. Donc Rue de l'Avenir à l'occasion d'un webinaire qui a eu lieu au mois de mars 2021, publié un document qui est destiné aux parents d'élèves, des documents sur la méthodologie finalement pour la mise en place d'une rue scolaire. Donc on donne un certain nombre d'exemples. On s'appuie bien sûr sur la réglementation et on essaie aussi d'avoir une approche internationale dans la mesure où la question des rues scolaires est une question qui se pose dans pas mal de pays avec des mobilisations de parents d'élèves en Espagne, en Angleterre ou à Bruxelles. Merci, si on peut maintenant continuer. Alors, le plan de la circulation et la lutte contre le transit, c'est une question qui est vraiment intéressante parce que jusqu'à présent, finalement, on donnait la primauté à l'automobile et on considérait ce qui se passait dans l'espace public que de manière subsidiaire. Tandis que maintenant, avec des aménagements tels qu'à Strasbourg, avec des boucles qui évitent le centre, qui empêchent les automobilistes d'aller au centre,
Barcelone, où vous avez des grandes artères qui sont réservées à la voirie et qui ne peuvent pas, et les automobiles ne peuvent pas passer à l'intérieur de ces blocs, on crée un espace public à l'intérieur, je dirais, des carrés d'artères qui permettent aux habitants de pouvoir aménager l'espace public. Et enfin, à Paris, tout le monde en a entendu parler, c'est la zone 30, mais également sur la zone à trafic limité, sur le centre de Paris, qui va permettre, je dirais, une régulation de la présence de l'automobile. Slide suivante. Donc, les changements de comportement, il y en a 3 qui sont, à mon avis, importants. C'est au niveau des parents d'élèves, des habitants et des enfants, c'est de s'autoriser à s'approprier l'espace public. L'espace public, c'est un bien commun. C'est un bien où on doit pouvoir se rencontrer, s'arrêter, discuter. C'est un espace de convivialité. C'est aussi un espace de transition au niveau de l'école, un moment important, la transition entre la vie familiale et puis la vie scolaire. Et ça peut être aussi un espace de jeu pour les enfants, le cas échéant, s'il y a quelques aménagements ou des animations qui sont mises en place à la suite de la rue scolaire. Ensuite, c'est les comportements incivils. Alors, c'est un vrai problème. Beaucoup de municipalités essayent de lutter contre ces comportements incivils. C'est compliqué. Et il y a des attitudes des parents d'élèves qui sont en même temps les automobilistes tout à fait inadmissibles à l'approche de l'école. Et je pense que là, il y a une action collective absolument indispensable au niveau des associations de parents d'élèves, des associations, bien sûr, comme Rue de l'Avenir, mais aussi les collectivités locales qui doivent prendre cette question en main parce que c'est pas n'importe quel endroit, c'est une sortie d'école, c'est un lieu emblématique et qu'il y ait de tels comportements, je dirais, incivils, en particulier lorsque vous avez des voitures, des 4x4 qui arrivent aux abords de l'école et qui font des manœuvres dangereuses, je pense qu'il y a un vrai problème là à traiter. Et enfin, il y a modifier ses habitudes. Alors là, c'est faire en sorte qu'il y ait des plans pour aller à l'école en marchant, à l'école à vélo. C'est les plans de déplacement en établissement scolaire. C'est tous les programmes d'écomobilité scolaire qui sont, à mon avis, un complément absolument indispensable aux rues scolaires. Je dirais que les rues scolaires, c'est une invitation à modifier aussi ses habitudes et à faire en sorte que le chemin de l'école, on le fasse en marchant ou à vélo. Voilà, dernière slide. C'est donc une convergence entre approche qualité de l'air et sécurité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait plus de communication entre le monde de la santé et le monde qui s'occupe des aménagements urbains et de la question des sorties d'école, je dirais, au regard effectivement des plans de circulation ou du transit. Je pense qu'il faut qu'il y ait un peu une convergence et aussi, je dirais, une action commune. Ensuite, il y a donc ce travail collectif sur les comportements. Et enfin, je dirais qu'il y a aujourd'hui une vraie mobilisation au niveau des parents d'élèves dans certains pays. Et je pense qu'en France, ce dossier-là est un dossier qui va, dans les années à venir aussi, se maintenir parce qu'il est relativement essentiel au bien-être en ville et dans les quartiers. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et je ne sais pas si j'ai fait 5 minutes, mais je n'ai pas dû dépasser de beaucoup. Je n'ai pas vérifié, mais peu importe, c'était très intéressant. Merci, Denis. Je passe la parole à Sophie Rousseau de la Ligue nationale contre le cancer. Bienvenue, Sophie. Merci, Cécile. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je travaille à la Ligue nationale contre le cancer au département prévention et notamment sur les sujets environnement et cancer. Donc, je vais vous présenter brièvement la Ligue nationale contre le cancer. Donc, on est une association de loi 1901. Et donc, voilà, notre spécificité, c'est qu'on a un comité local présent dans chaque département en France et on a 4 missions principales qui est le financement de la recherche contre le cancer, l'accompagnement des personnes atteintes de cancer et également donc, des actions de plaidoyer et on mène donc également des actions en promotion de la santé et notamment la création d'environnements favorables à la santé comme le dispositif des rues scolaires. Alors, mon diaporama ne passe plus. Ah, c'est bon. Donc voilà, pourquoi la Ligue nationale contre le cancer a décidé d'intervenir sur les sujets de lutte contre la pollution de l'air. Comme l'a dit précédemment jeudi, c'est vrai qu'on associe souvent les impacts sanitaires de la pollution de l'air aux maladies respiratoires, mais il y a vraiment d'autres maladies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, mais également le cancer. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça fait maintenant près de 10 ans qu'on sait que l'exposition chronique à la pollution de l'air est un facteur de risque de cancer avéré.
Et donc également, c'est les moteurs, enfin les gaz d'échappement des moteurs diesel a également été reconnu comme un cancérogène avéré. Et donc, même si au niveau de la recherche, c'est assez difficile pour les études épidémiologiques de montrer l'association entre un polluant et une localisation de cancer, on a une étude récente en 2018 menée par le Centre international de la recherche sur le cancer, voilà, qui a estimé qu'il y avait 1500 nouveaux cas de cancer du poumon par an en France chaque année. Donc, ça représente à peu près 4% des nouveaux cancers incidents. Voilà. Mais ça, il faut savoir que c'est le début de la recherche. On sait également qu'il y a des associations voilà, entre le cancer de la vessie et les particules fines. Et tout récemment, on a eu une étude française qui a fait une méta-analyse internationale et qui a trouvé dans cette étude une association entre cancer du sein et le dioxyde d'azote. Donc le dioxyde d'azote, c'est le principal, enfin, le trafic routier est le principal émetteur de ce polluant. Et donc selon cette étude, voilà, le dioxyde d'azote en France serait responsable chaque année de 1700 cancers du sein. Donc, en raison du facteur cancérogène de la pollution de l'air et du fait que c'est un facteur de risque qui touche voilà, la majorité de la population française, on a décidé donc de s'engager sur le dispositif des rues scolaires. Et également, les rues scolaires, c'est un dispositif qui favorise les mobilités actives et l'inactivité physique est également un facteur de risque de cancer. Donc, sur l'accompagnement sur les rues scolaires, donc déjà, c'est aujourd'hui, il existe plusieurs associations qui réalisent la promotion de ce dispositif et qui réalisent des accompagnements. Voilà, il y a l'association Droit au vélo ou également EcoCO2 qui propose des programmes d'écomobilité comme Mobi. Et voilà, plus on sera nombreux en association à travailler sur ce sujet, mieux ce sera. Et donc, nous, on a souhaité s'engager sur ce dispositif et accompagner localement selon les besoins, les élus ou les écoles, puisque donc la Ligue a l'expérience de créer des environnements favorables à la santé, comme les espaces sans tabac, et a également l'expérience d'agir et réaliser des interventions en milieu scolaire. Donc cette année, voilà, donc 20 comités départementaux de la Ligue contre le cancer ont été formés sur les enjeux de la qualité de l'air et le dispositif des rues scolaires. Donc, nous, comme les outils qu'on a, on a des outils de sensibilisation à destination des élus, mais également des parents d'élèves et des écoles. On a aussi voilà, des questionnaires pour évaluer l'acceptabilité des rues scolaires. Et donc, comme au-delà des rues scolaires, on veut aussi sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge aux enjeux de la qualité de l'air, on a réalisé des dossiers pédagogiques à destination des enseignants pour qu'ils puissent eux-mêmes intégrer ces programmes dans le programme scolaire avec voilà, des différentes activités pour faire comprendre aux enfants qu'est-ce que l'air, quel est l'impact de la pollution de l'air sur la santé, et également donc, des activités pour promouvoir le dispositif des rues scolaires auprès des élus et également auprès de leurs parents. Donc ça, voilà, c'est ce qui est proposé au niveau local. Et on essaye également donc, voilà, d'acculturer la population au dispositif des rues scolaires. Et aujourd'hui, dans le cadre de la Journée nationale de la qualité de l'air, on a publié un sondage qu'on a réalisé auprès de 1200 parents d'enfants de 3 à 10 ans en France métropolitaine et dans les départements et régions outre-mer. Et donc voilà, ce sondage a montré, comme le précédent sondage de l'UNICEF, que plus de 8 parents sur 10 sont en faveur de la mise en place de rues scolaires. Donc, on leur a également demandé aux parents automobilistes s'ils étaient prêts à changer leur comportement. Et voilà, ils sont plus de 7 sur 10 à bien vouloir changer leur comportement, c'est-à-dire soit d'aller garer la voiture plus loin ou d'opter pour des modes de transport plus doux. Et donc voilà, on leur a également demandé s'ils seraient favorables à une loi qui imposerait la mise en place de rues scolaires en France. Et ils étaient à plus de 72% favorables. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous les détails du sondage sur le site de la Ligue nationale contre le cancer. Et on a également fait voilà, une vidéo pédagogique sur le dispositif voilà, que vous pouvez également voir sur notre site internet. Voilà, je vous remercie et puis je serai disponible à la fin si vous avez des questions complémentaires. Merci beaucoup, Sophie. Avant de passer la parole à nos trois élus qui vont témoigner de ce qui se passe sur le territoire, je voulais juste revenir sur les 4 interventions très, très rapidement qu'on vient d'avoir. Je vous remercie tous les 4 à nouveau et vous nous avez remis les perspectives, les enjeux sanitaires, les enjeux de sécurité, etc. Maintenant, on va passer à quelque chose de peut-être plus pratique avec des témoignages d'élus, à commencer par celui de Françoise Hérouin-Léoté, j'espère que j'ai bien prononcé, adjointe en charge des écoles, du périscolaire et de la petite enfance à Rouen, qui va nous faire un petit
retour d'expérience sur ce qui se passe à Rouen avec les rues scolaires. Merci Cécile, le nom était parfaitement prononcé. En revanche, je m'appelle Florence. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation. Donc, je vais modestement, effectivement, vous partager l'expérience rouennaise, qui est une expérience très récente, puisqu'elle a 1 an, qui a démarré en août dernier, quand s'annonçait une rentrée des écoliers un peu obscure, liée au Covid. Et donc, à Rouen, on a pris l'initiative d'organiser des réunions Zoom à l'attention de l'ensemble des parents d'élèves de la ville pour préparer la rentrée avec eux. Et dans cette préparation de rentrée, a commencé à remonter la difficulté, notamment pour les écoliers d'école maternelle, dans nos petites rues étroites de notre centre-ville médiéval, de la cohabitation sur les heures d'entrée et de sortie avec les enfants. Donc, c'est de là qu'on a tiré notre fil, qui était par ailleurs un projet de mandature, hein, puisqu'on est dans une démarche globale de renaturation et de piétonisation de la ville. Et donc là, on a commencé à travailler sur ces possibilités de piétoniser les rues des écoles. C'est dans les réunions Zoom que les parents d'élèves ont manifesté leur intérêt. Et on a commencé dès le mardi 1er septembre, jour de rentrée, en piétonisant 4 rues d'école. Et puis au 21 septembre, on en a rajouté 4. Et puis au 9 novembre, on en a rajouté 4, comme ça jusqu'en décembre. Et puis au 1er, donc tout ça a été expérimental. La satisfaction a été au rendez-vous, elle était perceptible. En tant qu'élu, je réponds à toutes les sollicitations qui me sont faites et je rappelle les gens mécontents. Et j'ai eu à en rappeler 6. Donc, à l'échelle de la ville, ça reste parfaitement marginal. Et puis, donc, en janvier, on a décidé de pérenniser pour la fin de l'année scolaire. Et puis, on a rajouté, là, au 1er septembre 2021, une 24e école qui bénéficie de ce dispositif. C'est un dispositif extrêmement simple. Peut-être qu'on le fera évoluer sur ses modalités pratiques. On est sur des barrières de chantier, hein, les barrières classiques qu'on peut voir dans les villes. Donc, on en a 2 pour chaque rue. Une qui est habillée de ce qu'on appelle une chaussette en textile avec le visuel de la rue aux écoliers. Et puis, une autre sur laquelle est affiché l'arrêté qui indique la piétonisation de la rue, donc le matin entre 8h10 et 8h35 et l'après-midi entre 16h10 et 16h45. Barrières qui sont surveillées et éventuellement manipulées puisque les riverains sont autorisés à accéder et sortir en roulant à la vitesse du pas, ce qui est le code de la route. Hein, dans une rue piétonne, et quand il y a des riverains ou des livraisons, la vitesse autorisée est celle de la vitesse du pas. Et donc, on a des agents municipaux qu'on a été chercher dans notre volant d'animateurs qui n'étaient pas mobilisés sur le temps périscolaire du matin pour tenir ces barrières. Donc, en termes de coûts, on a sur l'année scolaire, on estime à 40 000 € de masse salariale. Et puis, en termes d'investissement matériel, une chaussette, j'appelle ça des chaussettes, c'est 90 € TTC, 90 € hors taxe, 108 € TTC. Donc, c'est vraiment pas qui a un coût. Il y a eu peu de dégradation. On s'en est fait piquer 2 là, il y a 3 semaines. Bon, je sais pas. La vie nocturne réserve parfois des surprises. Et puis, que vous dire d'autre ? Que c'est une démarche qu'on a évaluée récemment. Donc, l'année scolaire s'est passée. On a eu tout au long de l'année scolaire des réunions Zoom qui ont continué avec les parents d'élèves, qui étaient pour nous l'occasion de constater d'une part que on n'avait pas de prise de parole pour remettre en cause le dispositif. D'autre part, qu'on avait plutôt à chaque fois de nouvelles écoles qui demandaient à pouvoir expérimenter le dispositif. On a souhaité au mois de juin envoyer un questionnaire à l'ensemble des familles des 23 écoles qui en ont bénéficié tout au long de l'année. Et les résultats s'affichent là. On a un vrai plébiscite puisqu'on est à 94% de parents qui souhaitent le maintien du dispositif.
Et puis, il considère que ça a amélioré la qualité de l'air aux abords des écoles à 63%. Il considère à 85% que ça a amélioré la convivialité aux abords des écoles, et ça, dans un contexte de Covid, c'est quand même grandement apprécié et à souligner. Et puis, on a essayé de les tester un petit peu, voir s'ils étaient prêts à s'investir dans la gestion du dispositif, dans la mesure où, comme ça repose sur des agents qui peuvent par ailleurs avoir un impératif un jour, ne pas être présents, etc., pour qu'on les mette un petit peu dans une dynamique de relais. Quand nos animateurs ne sont pas là, les barrières sont stockées sur l'espace public, donc elles sont accessibles à n'importe qui, pour autant qu'on respecte les horaires indiqués dans l'arrêté municipal. Et puis, alors on vous enverra le document à l'issue du webinaire. Ça, c'est vraiment 4 questions qui ont été extraites. Il y avait 11 questions fermées et puis une question ouverte. Vous dire aussi que ce questionnaire, oui, était important. Il a été répondu par 30% des parents, ce qui, de notre point de vue, était un très bon taux de retour qui nous permet d'avoir quelque chose de très représentatif. Et que dans les questions ouvertes, eh ben, on nous attend sur une extension des horaires du soir, que dans certaines rues, on nous demande la piétonisation complète de la rue dans le cadre du plan de circulation, qu'on a eu des retours, parce qu'on n'a pas sondé les riverains de cette manière-là, mais on a des parents d'élèves qui sont riverains de rue aux écoliers et qui ont manifesté leur satisfaction, y compris en tant que riverains. Donc voilà, je ne dis pas que le dispositif est complètement parfait. On a 54 écoles aujourd'hui, ça bénéficie à 24 écoles, donc on a un peu de marge de progrès encore devant nous, même si globalement, là, toutes les rues qui sont piétonnisées sur ces horaires-là sont des rues à sens unique, donc qui sont quand même plus faciles à gérer que des rues à double sens, puisqu'il n'y a qu'un point d'entrée à gérer. Et puis, effectivement, Denis Moreau le disait, hein, selon la localisation de l'école, c'est plus ou moins simple. Et quand une école est située malheureusement sur un axe structurant, sur un axe à fort trafic, on n'a pas tenté la piétonisation à cet endroit-là et on travaille avec les adjoints de quartier à améliorer de manière durable et qualitative l'espace public aux abords des écoles, de manière à réduire d'abord la dangerosité, réduire la vitesse aussi et agir du coup sur la qualité de l'air. Voilà un peu ce que je pouvais vous en dire. On m'a demandé de dire 3 mots à retenir de ce dispositif et de cette expérimentation. Alors, je retiendrai plébiscite, convivialité et sérénité. Et puis, un conseil, à vous toutes et tous qui vous êtes connectés aujourd'hui, ne doutez pas. Ne doutez pas. Nous, on y est allé de manière assez volontariste et forte. Et je pense que c'est un peu la clé du succès, c'est-à-dire qu'on n'a pas organisé des réunions dédiées spécifiquement à ce sujet-là pour en débattre, etc. On y est allé très vite dès qu'on a senti le besoin se faire sentir, parce que je ne vous cache pas que pendant la campagne des élections municipales, ce n'est pas un sujet sur lequel on nous attendait. Nous, c'était dans notre programme, mais on n'avait pas des parents d'élèves qui attendaient qu'on piétonise la rue des écoles. Ça ne s'exprimait pas de cette manière. C'est quelque chose qui... Moi, de mon point de vue, ne s'est pas exprimé, mais quand ça a commencé à frémir, on a su le saisir, on a été très vite, et je pense qu'on a bien fait d'aller très vite parce que ça a créé une dynamique et un engouement. Voilà, donc voilà le conseil que je pourrais donner. Voilà, j'espère que j'ai à peu près tout traité, Sophie, et je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Merci beaucoup, Florence. Je m'excuse pour le prénom. Je me suis tellement concentrée sur le nom de famille que je me suis plantée sur le prénom. Bah, tant pis pour moi. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience très, très pratique, très simple et très, très optimiste qui donne vraiment envie d'y aller et qui donne confiance. Maintenant, on va écouter Sophie Dupressoir, qui est conseillère municipale déléguée à la ville cyclable et marchable à Strasbourg. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à partager notre expérience. Alors, moi, je vais être encore plus modeste que l'intervenante précédente parce que je trouve que pour être modeste, ils ont quand même avancé très, très vite et vraiment, je les en félicite. Alors, à Strasbourg, le programme des rues écoles s'inscrit vraiment à la croisée de beaucoup de priorités de notre mandat qui sont d'améliorer la qualité de vie des écoliers dans les écoles en végétalisant, déminéralisant, d'apaiser l'espace public, de promouvoir les mobilités actives,
sportives, les transports en commun, de lutter contre la pollution de l'air. Vous savez que Strasbourg fait partie des villes qui sont aujourd'hui en excès par rapport aux normes de l'OMS, de lutter aussi contre les risques d'obésité infantile qui touchent 20% de nos jeunes sur la métropole de Strasbourg, et puis aussi d'un souhait je dirais, de prioriser nos investissements sur les écoles. Donc les rues écoles ont été actées et créées par 2 délibérations du conseil municipal, l'une sur la végétalisation des cours d'école, peut-être on peut revenir à la slide d'avant, et l'autre sur le plan piéton que nous avons adopté au mois de mai dernier, et avec un objectif à chaque fois qui était de créer 10 rues écoles par an. Et de les évaluer. Alors, la slide suivante. Donc, on a eu, je dirais, une démarche qui est peut-être un peu plus lente et qui vise à évaluer en fait la faisabilité des rues écoles sur l'ensemble de nos écoles. On en a plus de 110 qui correspondent à peu près à 75 groupes scolaires. Donc, on ne partait pas de rien, puisqu'au début du mandat, on a trouvé quand même un contexte assez favorable à Strasbourg, avec déjà quelques rues écoles dans la ville. Certaines fonctionnaient, certaines ne fonctionnaient pas vraiment. Un large périmètre piéton en centre-ville, mais pas seulement, aussi dans certains quartiers comme Haute-Pierre. Un bon linéaire de pistes cyclables, et puis déjà un projet d'écomobilité scolaire dans le cadre du programme MOBI qui avait pu accompagner plusieurs écoles, dont celle dont je vais parler tout à l'heure. Donc, comment on a avancé? Je dirais un petit peu en crabe. On a commencé par tester 2 nouvelles rues écoles pendant l'année scolaire qui s'est écoulée. Une dans le quartier dont j'ai la charge, parce que j'ai aussi la charge d'un quartier dans la ville. Et puis ensuite, on a essayé de travailler à la priorisation des premières 10 rues écoles à l'échelle de toute la ville. Donc, une grosse étude réalisée par nos services pour essayer d'évaluer la faisabilité en fonction de toute une série de critères, l'accidentologie, le niveau de pollution, la motivation des équipes scolaires, et puis la facilité de mise en œuvre. Et ce qui nous a amené, à la fin de l'été, à prioriser d'abord 12 rues écoles dans la ville qui vont être mises en œuvre progressivement. Alors, je vais prendre un exemple. Je vous ai expliqué que nous avions déjà expérimenté 2 nouvelles rues écoles cette année. Je vais prendre l'exemple donc de la rue école Saint-Jean, qui se situe en plein centre-ville de Strasbourg, donc avec des avantages en termes d'accès en transport en commun, mais aussi des inconvénients de forte densité de trafic. Et puis, beaucoup d'élèves. C'est un gros groupe scolaire. Donc 1700, c'est en fait un groupe public et un groupe privé qui se situent dans la même rue. Et ce n'est pas anodin parce qu'on a travaillé sur le groupe public, mais pas sur le groupe privé. Je vous dirai ensuite les conclusions qu'on en tire. Donc une école située à proximité d'axes pollués, donc sûrement pollués. On n'a pas de mesures précises localisées. Et qui avait fait l'objet d'une étude d'écomobilité sur laquelle j'ai pu m'appuyer pour avancer. Et donc, on voit par exemple, un des résultats de l'étude mobilité qui était intéressant, qui montrait que à peu près 15% des enfants venaient en voiture et le reste avec des modes de transport alternatifs, les souhaits aussi des uns et des autres. Donc, c'était assez intéressant pour avancer. Donc ensuite, la slide suivante, voilà. Et donc les recommandations de l'étude avaient déjà donné lieu à un certain nombre d'actions simples et peu coûteuses qui avaient été mises en place par l'ancienne municipalité. Passage en zone 30, de la signalisation pour interdire le transit ou la circulation aux heures d'école. Mais moi, quand je suis arrivée dans le quartier, la slide suivante montre que toutes ces actions ne suffisaient pas puisque les incivilités persistaient et on avait toujours des gros problèmes de sécurité.
de stationnement sur les passages piétons, etc. Donc, une grosse demande des parents, de quelques riverains, pour avancer sur cette question de la rue école. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans la slide suivante? Alors là, effectivement, on a commencé, moi j'ai commencé à effectivement imposer la rue école, et ensuite on a travaillé avec les parties prenantes sur sur l'évaluation et sur l'accompagnement. Alors, donc elle est fermée uniquement le matin. 2 policiers municipaux sont mobilisés pour cette fermeture. Seule la sortie des véhicules est autorisée. On n'accepte aucune entrée, même des professeurs, des enseignants qui ont un parking qui jouxte l'école, et on ne gère que quelques dérogations liées aux élèves en situation de handicap. Donc, c'est quand même une situation qui est assez, je dirais, contraignante pour les riverains, parce qu'il y a des parkings qui servent dans la journée dans ce tronçon de rue. Voilà. Alors, comment on a accompagné ça? Alors en termes déjà de voirie, on a déplacé les aires de dépose minutes qui existaient, qui étaient situées juste devant l'école. On les a déplacées à l'extérieur du périmètre fermé. On a renforcé les arceaux à vélo, les marquages pour inciter à venir à vélo. Et aussi, on a travaillé sur les cheminements piétons, tout ça pour inciter encore les mobilités alternatives en enlevant des panneaux de sens interdit, enfin tout ce qui encombrait un peu et qui n'était pas nécessaire. Un autre volet très important qui a vraiment permis l'acceptation du dispositif, c'était dans la slide suivante, tout l'aspect concertation et information. Donc, on a travaillé sur des flyers pour informer les riverains, les parents d'élèves, le personnel du groupe scolaire. Vous voyez qu'on a fait aussi des réunions en Zoom avec les riverains en les invitant par des petites flyers disposés sur les portes des immeubles. Donc, 2 réunions publiques. Une boîte aux lettres pour signaler les problèmes qu'on n'aurait pas pu anticiper, et puis un questionnaire en ligne qu'on a co-construit, enfin un questionnaire d'évaluation qu'on a co-construit avec les professeurs, les riverains, les parents d'élèves qui étaient volontaires. Et donc, l'évaluation qu'on en a tirée à la fin de l'année scolaire, c'est d'abord une évaluation globalement positive, puisque 75% des parents et des riverains souhaitaient la reconduction du dispositif. Seulement 15% voulaient revenir à la situation antérieure, ce qui d'ailleurs est à mettre en relation, à mon avis, avec le taux de parents qui venaient en voiture précédemment. Donc, ce qui a été vraiment plébiscité, c'est le côté agréable et calme de la rue, la sécurité. Alors, une surprise pour moi, c'est le gain de temps, c'est-à-dire que les parents estimaient que finalement, par rapport à des encombrements permanents et cette situation qui finalement clarifiait les choses, ils gagnaient du temps en accompagnement leurs enfants le matin. Et puis, pas mal de monde faisait état de changement d'habitude, abandon de la voiture pour le bus ou le vélo. Et du côté des moins, dès que la police municipale n'était plus là, ça leur est arrivé de temps en temps d'avoir un petit retard le matin. Voilà, les gens s'engouffraient, les automobilistes s'engouffraient à nouveau dans la rue. Donc vraiment, l'importance de la présence de personnel pour faire respecter cette règle. Un problème avec l'école privée qui elle, n'est pas dans la carte scolaire, des parents qui viennent de beaucoup plus loin, qui continuaient à encombrer le bout de la rue, qui n'était pas fermé. Les problèmes de dépose minutes qui n'étaient pas vraiment respectés. Donc finalement, on avait créé de l'espace, mais qui n'était pas vraiment disponible pour les parents. Et puis, quand même, une certaine contrainte pour les riverains ou certaines personnes qui viennent travailler dans la ville le matin, qui auraient souhaité accéder à leur parking au moment de la fermeture. Donc, quels enseignements on en tire pour la suite? Donc, on a travaillé sur les moyens humains et matériels pour assurer la fermeture de nos 10 rues écoles par an. On va faire vraiment au cas par cas. Ça, je trouve que c'est un enseignement qui est de dire qu'il n'y a pas
deux écoles et deux rues écoles qui se ressemblent. Il faut vraiment être très pragmatique. On a pour l'instant un peu un problème pour mobiliser le personnel nécessaire. On est en train de chercher les bonnes personnes à mobiliser au bon moment. Donc, ça sera un mix de barrières amovibles avec des agents soit de sécurité privée, soit nos agents à nous. Mais on a un problème aussi pour gérer les exceptions, les dérogations. Seulement la police municipale peut ouvrir et fermer une barrière. Voilà. On envisage d'investir dans des bornes rétractables aussi, mais qui ont un certain coût. Voire de piétoniser pour certaines écoles qui peuvent tout à fait s'y prêter. La vidéo-verbalisation est aussi un moyen qu'on envisage, mais tout ça a un coût important. Alors là, je corrige un petit peu le coût qui est indiqué ici. On est sur un coût moindre pour plus d'écoles, mais ce n'est pas négligeable quand même. Pour les établissements hors carte scolaire, on est en train de travailler à mobiliser le parking public qui n'est pas très loin pour proposer des déposes minutes. Voilà, là, il y a un vrai besoin de gérer autrement parce que ce ne sont pas que des accès de proximité. Et puis, on souhaiterait aussi faire un peu évoluer ce concept de la rue école ou la rue scolaire pour parler de chemin école déjà dans un premier temps, c'est-à-dire que ce n'est pas les quelques dizaines de mètres qui sont devant l'école qui sont importantes, finalement, c'est tous les cheminements des écoliers depuis leur domicile. Donc, travailler sur les traversées des boulevards, sur comment on signale les chemins et on les aménage de manière sûre et agréable pour les écoliers. Et puis aller encore plus loin, penser la rue à hauteur d'enfant ou la ville à hauteur d'enfant. On sait que les enfants ne voient pas, n'entendent pas de la même manière que les adultes. Et puis, voilà, pouvoir aménager tous ces espaces d'abord d'école avec des aires de jeu, des bancs, de la végétation, pouvoir ouvrir l'école vers l'espace public. Donc, voilà, un beau programme devant nous. Je vous remercie et suis à disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Sophie. Effectivement, un beau programme. Je laisse la parole à Gaëlle Lefebvre, adjointe en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur à Bailleul, pour qu'elle nous fasse part de son expérience sur sa commune. J'y vais. Bonjour à tous. Écoutez, moi, je suis ravie de prendre la parole au titre de plus petites villes qui se sont lancées dans ce dispositif, hein, puisque Bailleul, aujourd'hui, c'est environ 15 000 habitants et 10 écoles. Donc voilà, nous, comment ça s'est passé alors, je ne sais pas si il y a des slides normalement, si ça peut. Voilà, super. Alors, pourquoi effectivement cette mise en place de rue scolaire, hein, évidemment, c'était en cohérence avec nos projets politiques hein, qui étaient portés durant la campagne. Tout d'abord, la démarche Dynamique des enfants dans laquelle on s'est engagé cette année et dont nous venons d'obtenir le titre, qui était évidemment qui a pour but principal de prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans chacune de nos décisions et orientations, et évidemment d'aménager les espaces publics à leur hauteur, comme l'évoquait très justement Madame, je ne sais plus son nom, excusez-moi, de Strasbourg. Développer effectivement aussi les zones de rencontre et les échanges dans les espaces apaisés, évidemment, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, l'amélioration de la qualité de l'air dans la ville, et puis plus largement en lien avec le développement des mobilités douces et la sécurisation des trajets piétons et cyclistes, et notamment, mais je vais en reparler, hein, en partenariat avec la DAV, l'association Le Droit au Vélo, avec laquelle nous travaillons. Voilà. Et en effet, hein, de toute façon, ça répondait aussi aux sollicitations des parents, voilà, de manière récurrente sur la dangerosité de l'effet drive au niveau des écoles, hein, les stationnements intempestifs sur le trottoir qui bloquent aussi le passage des poussettes, des personnes à mobilité réduite, etc. etc. Donc, tout ça a fait que nous avons ciblé une première école qui avait en effet l'avantage d'être à sens unique en centre-ville,
et encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, dont les parents d'élèves, les directeurs et enseignants avaient déjà entamé des discussions avec nous sur la piétonisation. C'était aussi de toute façon une préoccupation des riverains au niveau de cette rue. Voilà, donc on savait quelque part que le déploiement à cet endroit-là répondrait à une forte attente. Alors globalement, le déroulé du déploiement de ce premier projet de rue scolaire à titre expérimental, donc c'était au mois de mai. On a lancé cette première, on a quelques mois de recul maintenant. Donc la première expérimentation entre mai et juillet sur une école. Donc évidemment, ça nécessite beaucoup de coordination transversale entre élus. Évidemment, ça concerne l'éducation, mais aussi les travaux, la sécurité, la mobilité, pour fixer les phases de nos objectifs et déterminer les phases de déploiement, le rétro-planning. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, l'importance de l'échange avec les professeurs, les directeurs d'école et les parents d'élèves, pour bien comprendre les attendus et puis expliquer la démarche. Et ensuite, grosse phase très importante de communication aux parents, aux enfants, aux riverains, différentes campagnes d'affichage sur les réseaux sociaux pour informer de la mise en place de cette expérimentation. Expliquer les tenants, les aboutissants, faire comprendre aux gens qu'effectivement il faut tout doucement peut-être changer ses habitudes. Quoi vous dire de plus? Alors, ce qui peut être intéressant aussi, ce qu'on a fait en termes de communication, c'est qu'on avait joint aux parents des plans de stationnement où on mettait visuellement le temps en minutes à pied pour rejoindre l'école. Voilà. Donc, on avait matérialisé en termes de communication aussi, tel parking est à 1 minute, tel parking est à 2 minutes à pied, etc. Donc, ça permettait quelque part de prendre un peu de recul sur le fait de ne plus pouvoir se stationner devant. Donc ça, je sais que ça a été assez utile dans notre communication. Bon, évidemment, vous vous en doutez, il y a aussi toute une partie technique de démarche auprès des riverains. Nous, on a pris le parti de faire des laissez-passer pour les riverains quand même, sur les temps de fermeture, donc les 2 demi-heures, 1 demi-heure le matin, 1 demi-heure le soir. Donc les riverains qui ont des laissez-passer et évidemment les personnes à mobilité réduite. Nos référents barrières, entre guillemets, on appelle ça comme ça, à date, sont nos animateurs. Finalement, dans la philosophie, on s'est dit que c'était quelque part un temps un autre temps d'accompagnement des enfants, finalement l'accueil à l'entrée de la rue d'école. C'est pour ça qu'on a souhaité sur cette première rue que ce soit nos animateurs qui soient là. Et on le voit au quotidien, finalement, les enfants apprécient de pouvoir discuter avec les animateurs périscolaires à l'entrée de la rue. Donc ça se passe relativement bien de ce côté-là. Ce que je vous disais tout à l'heure aussi, donc le partenariat avec la DAV. Alors sur cette phase d'expérimentation, on a finalement on a décidé de travailler avec la DAV plutôt après, c'est-à-dire sur la partie sondage auprès des parents et des riverains sur le vécu en fait de la phase d'expérimentation. Voilà. Donc Judicaël Potonec, qui doit être connecté, je pense, je l'ai vu tout à l'heure dans les participants de la DAV, nous a aidés sur cette partie de recueil de l'expérimentation qui a été, comme ça a été le cas pour Rouen et Strasbourg, majoritairement positive. On a eu 80% de retours positifs sur l'expérimentation. Les 20% restants n'étant pas forcément mécontents, mais, et à juste titre, nous ont demandé des ajustements, par exemple sur la signalisation, peut-être à améliorer aux alentours de l'école, sur la sécurisation des trajets piétons des enfants, du coup, sur l'entièreté on parlait tout à l'heure du chemin de l'école à sécuriser. On a effectivement les mêmes retours, les mêmes problématiques.
Quoi vous dire de plus? Peut-être alors sur les aspects techniques, même chose que pour Rouen. Ce sont des barrières de chantier qui ont été réalisées en interne par nos services techniques, donc avec un coût très minime, avec une bâcherie scolaire. Je pense qu'on doit avoir quelques photos juste après. On vous montrera, mais écoutez, là c'est la communication. Voilà, j'ai trouvé intéressant de vous la mettre. Comme je vous disais, on a communiqué aussi spécifiquement aux enfants, qui de mieux pour être les relais de cette démarche que les enfants auprès de leurs parents. Voilà, donc on a beaucoup communiqué avec eux et notamment par le biais de petits flyers qui leur étaient dédiés. Puis évidemment la communication globale que vous voyez là. Vous avez juste après, je pense, quelques photos. Non, il n'y en a plus. Il y avait une photo de la barrière, mais bon, voilà, assez classique, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, le coût, finalement, technique minime. Le coût humain, écoutez, même chose que pour Rouen, du temps humain, 2 fois 30 minutes dans la journée d'animation pour ces barrières. Ensuite, alors voilà, donc... ce que je vous disais tout à l'heure aussi, donc pérennisation pour cette école dont nous avons fait l'expérimentation au mois de mai. Et maintenant, voilà, le travail qui est en cours sur notre petite ville, c'est voilà, d'opérer les ajustements qui ont été demandés à juste titre par les parents et les riverains. Comme je vous disais tout à l'heure, un peu plus de signalisation, vraiment sécuriser les trajets piétons des enfants sur la totalité du parcours. Et là, maintenant, le chantier suivant, parce que, comme le disait aussi justement sur Rouen, chaque école a ses spécificités. Voilà, les aménagements qui sont assez facilement réalisables à certains endroits le sont beaucoup moins à d'autres. Donc, en ce moment, on lance des études, voilà, et des échanges auprès des autres écoles potentiellement concernées, parce que ce n'est pas possible partout. Mais en tout cas, partout où ça le sera, on a décidé de le faire. Donc l'idée, voilà, c'est de rencontrer les parents d'élèves, les directeurs d'école pour la phase de sensibilisation, d'échange sur les différentes problématiques. Et cette fois, par contre, on sollicitera l'ADAV sur la phase plus amont pour questionner les parents, voilà, sur leurs habitudes de trajet pour la réalisation d'un diagnostic des modes de déplacement notamment. Voilà où nous en sommes aujourd'hui sur Bailleul, avec comme je vous disais, globalement un retour très positif sur une petite ville comme la nôtre, des idées qui émergent. On pense par exemple ce qu'on appelle les pédibus ou ce genre d'initiative, voilà, qui émerge aussi même du côté des parents. Donc ça, c'est une belle dynamique. Et si je devais, comme évoqué, donner 3 mots pour résumer cette expérience, ce serait le dialogue, voilà, qui est hyper important, la transversalité et finalement le plaisir, vraiment le plaisir de voir les enfants beaucoup plus libres à la sortie de l'école, ne plus se poser de questions, devoir rester sur un trottoir restreint par peur de se faire renverser par une voiture qui démarre. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup aussi, et le vrai point positif, c'est la place des échanges entre les parents. Voilà. Ça a beaucoup, ça permet, en tout cas, c'est aussi des retours que j'ai et que je constate au quotidien, pour moi-même me rendre à l'école. Voilà, ça développe les échanges entre les parents devant l'école, là où avant, on ne se croisait pas, puisque en déposant les enfants en voiture, on n'a pas l'occasion de discuter. Donc, voilà pour moi, en tout cas, le retour sur cette expérience qui est assez récente, mais assez riche en échanges et en enseignement. Merci beaucoup, Gaëlle. On va passer au temps des questions, réponses et remarques. Alors, il y a déjà plusieurs questions qui ont été posées dans le chat, donc une qui est revenue plusieurs fois sur la pause méridienne. C'est vrai que vous avez beaucoup évoqué les dispositifs qui étaient mis à l'entrée et sortie des écoles. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas mis en place lors de la pause du midi? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de trafic à ce moment-là? Est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur ces trajets du midi aussi, faisant les trajets à pied ou à vélo ou en bus le matin et le soir? Est-ce que c'est une habitude qui a été ancrée, du coup, qui s'est poursuivie pour aller récupérer les enfants le midi? Voilà, je voulais
demander donc aux trois élus notamment quel était votre avis, votre position sur ce sujet. Je veux bien répondre sur le temps du midi. À Rouen, on est à un peu plus de 85% d'enfants qui déjeunent au restaurant scolaire. Donc, effectivement, le flux et le trafic n'est absolument pas le même. Et on a bon espoir que la piétonisation du matin et du soir, effectivement, se pérennise sur les autres temps dans les habitudes des parents. Voilà. Je peux peut-être apporter aussi une réponse. Ce n'est pas par manque d'envie. Et quand on a des bornes automatiques, ça permet aussi de traiter le temps du midi. Donc, de fait, c'est piétonisé aussi à midi. C'est vrai que certaines écoles ont beaucoup d'enfants qui restent manger, donc ça se justifie moins. Et c'est vrai aussi c'est une question qu'il faut se poser aussi du point de vue de la sécurité. On nous dit parfois que les enfants, s'ils ont le matin et le soir une rue sans voiture et à midi une rue avec les voitures, peuvent peut-être perdre un petit peu ou prendre des habitudes qui n'iraient pas dans le sens de leur sécurité. Donc, je trouve que c'est une question à se poser aussi. Et de notre côté, voilà, c'est finalement un peu un mix des deux réponses que je viens d'entendre. Et de un, parce qu'en effet, on a aussi beaucoup d'enfants qui fréquentent nos restaurants scolaires. Après, il y a aussi une réalité de coût, faut bien l'avouer. C'est aussi mobiliser des ressources encore une heure de plus dans la journée. Enfin, peut-être un peu moins d'une heure, mais bon, voilà. Donc, pour l'instant, on a fait le choix de se concentrer surtout sur le matin et le soir. Mais rien n'est fermé et en effet, peut-être avec des dispositifs comme on discute à Strasbourg sur des bornes où du coup, c'est peut-être plus facile de fermer à d'autres périodes de la journée. Merci beaucoup. Il y a une question alors sur est-ce que peut-être que Sophie ou Chantal ou d'autres intervenants avaient une réponse là-dessus si vous avez entendu parler d'expériences qui ont été menées sur des collectivités de plus petite taille. La question porte sur des collectivités de 2000 habitants par exemple ou des collectivités qui auraient une seule école. Est-ce que vous avez entendu parler de projets qui ont été menés dans ces collectivités? Moi, à ma connaissance, non, je connais des communes entre 10 000 et 15 000 habitants, mais voilà, j'en connais pas avec moins de 2 000 habitants. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On pourrait essayer de se renseigner. Alors moi, j'avais connaissance dans la métropole de Rouen, une commune qui, depuis longtemps, avait installé une barrière, un peu comme les barrières de chemin de fer, à l'entrée de la rue de l'école. Alors, savoir si elle est à plus ou moins de 10 000, mais c'est une petite commune. Je pourrais vous retrouver le nom de la commune. On m'opposait d'ailleurs en me disant, mais non, mais ça peut marcher dans une petite commune, mais pas dans une ville de 110 000 habitants. Les services, j'entends. Chantal, tu voulais prendre la parole? Non, mais en fait, j'étais en train de regarder sur le site dont je vous ai mis l'adresse sur le site en Angleterre. C'est plutôt les grosses. Il y a toutes les expériences sont répertoriées. Il y a une carte où on peut voir. Et il y a une ou deux petites villes. Donc, après, il faut aller voir comment ça s'est passé plus précisément. Mais voilà. Après, il y a l'Italie aussi mais je sais pas, qui a mis en place des rues scolaires, mais je ne saurais pas dire s'il y a des petites villes. Effectivement, dans la métropole de Strasbourg, je vois que à Oberhausbergen, il y a une expérimentation, enfin une action. À Onheim aussi, c'est un peu plus de 10 000, mais voilà, donc c'est aussi faisable. À propos de l'intégration des parents, notamment dans la mise en place des dispositifs, est-ce qu'il y a des moments où les parents ont été inclus, c'est-à-dire est-ce qu'ils participent à la mise en place effective des rues pour solliciter les autres parents, pour leur expliquer à quel point c'est formidable de mettre en place des rues scolaires? Est-ce qu'ils peuvent être sollicités pour déplacer des barrières, etc. Est-ce qu'il y a une participation active des parents parfois dans ces dispositifs?
Alors, ce que je peux vous dire à Rouen, c'est que quand on avait connaissance en amont de l'absence, par exemple, pour le lendemain, de notre animateur à la barrière, on envoyait un mail aux parents d'élèves en leur rappelant que les barrières étaient à leur disposition. Et à ma connaissance, une fois un parent a pris soin de remettre la barrière en place, un autre l'a rangée, mais c'est pas franchement rentré dans les habitudes. C'est un objectif qu'on poursuit. On a identifié les écoles où on pourrait l'expérimenter, où on a des parents qui se sont montrés volontaires. Notre difficulté, c'est qu'on a eu samedi dernier notre première rue aux enfants à Rouen et que c'est les mêmes équipes qui travaillaient sur la rue aux enfants et sur la rue aux écoliers. Donc, c'est notre pas d'après. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Oui, nous, on ne voulait pas compter sur les parents parce qu'on s'est rendu compte d'abord qu'il y avait des questions réglementaires, que seuls des policiers municipaux pouvaient ouvrir, fermer une barrière dans une rue, fermer la circulation, que le timing était très important, c'est-à-dire qu'on avait des enseignants qui, à 1 minute près, visaient d'arriver juste avant la fermeture pour rentrer en voiture et que, voilà, donc le moindre écart par rapport à nos horaires était important. Et puis, par contre, on a peut-être des vélobus qui vont se mettre en place, un projet participatif, mais pas de pédibus, qui n'avait pas beaucoup marché, qui marche quasiment plus à Strasbourg. Est-ce qu'il y a eu d'autres expériences avec des pédibus qui auraient été conduites dans des collectivités? Et si oui, avec quels partenaires est-ce que ces pédibus-là sont mis en place? Sur Bayonne, plutôt les parents sur le pédibus. Voilà. Oui, bah pareil, à Rouen. Et en fait, c'est en partant du dispositif de pédibus qui existe à Rouen depuis 2014, oui, 2008, 2014, 2008, je pense. Considérant que c'est les parents qui encadrent le pédibus et exclusivement les parents, c'est de là qu'est venue l'idée, et chez les parents et chez nous, que la mise en place des barrières pouvait au moins temporairement, quand on était en difficulté de personnel, être assurée par les parents. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, enfin, il y a toujours des parents qui arrivent plus tôt en avance, c'est un peu toujours les mêmes, puis il y a toujours aussi des parents qui arrivent plus tôt en retard, c'est aussi toujours les mêmes. Et donc, je pense qu'il n'y aurait pas vraiment de difficulté. On va l'expérimenter, à ce que des parents mettent en place et déposent la barrière. Denis, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais intervenir parce que il y a, je crois, une réelle importance à ce que les parents puissent, je dirais, intervenir dans le cadre des rues scolaires. Et ça peut se faire d'ailleurs en lien avec la notion de rue aux enfants. Sachant qu'aujourd'hui, il y a une certaine confusion, c'est-à-dire qu'il y a des villes qui ont mis en place des rues scolaires, mais qui les baptisent rues aux enfants. Je pense à Marseille, je pense à Lyon, je pense à Bordeaux, je pense à Tours. Et donc, moi, je serais assez favorable quand même à ce que dans le code de la route, en France comme en Belgique, on puisse inscrire la notion de rue scolaire qui, en fait, est quelque chose de bien cadré et qui est différent de la rue aux enfants. Donc ça, c'est le premier point. Et par ailleurs, je pense qu'on peut articuler les deux, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que certains mercredis ou certains jours, il puisse y avoir une rue scolaire qui se poursuive un peu, c'est-à-dire qu'au lieu d'enlever les barrières à 5h moins le quart, eh bien, on décide de les enlever à 6h30, par exemple, et de faire en sorte que les parents soient invités à occuper l'espace public avec des jeux qui peuvent être des jeux simples et avec leurs enfants. C'est-à-dire que autant je suis pour la distinction entre les rues aux enfants et les rues scolaires, autant je pense que les deux peuvent s'articuler, rue aux enfants et rue scolaire, dans le cadre, je dirais, d'un élargissement du temps de la rue scolaire. Enfin, je dirais que les deux aussi sont en faveur d'un quartier apaisé et doivent être combinés en termes de chemin de l'école. Et je suis tout à fait sensible à cette question, je dirais, d'aller plus loin, c'est-à-dire de voir le trajet et l'itinéraire de l'école. Et je crois que la rue scolaire est en fait une bonne entrée pour poser une problématique plus large qui est la sécurité sur le chemin de l'école et la manière d'y aller, c'est-à-dire en marchant ou bien à vélo. Donc voilà ce que je voulais dire et je pense que la rue scolaire dans le code de la route, comme en Belgique, serait une bonne chose, de même que les rues aux enfants sont en Belgique dans le code de la route, ça s'appelle les rues réservées aux jeux et vous avez un article du code de la route belge qui traite de la rue réservée aux jeux et vous avez un article qui traite de la rue scolaire. Moi, je serais très favorable à ce qu'il y ait peut-être un mouvement qui demande au pouvoir public, je dirais, de réfléchir à la question et d'inscrire ça dans le code de la route.
Jody, oui. Oui, je me permets de rebondir sur cette remarque de Denis parce qu'on avait justement eu cette discussion, notamment dans le cadre d'un projet de loi qui a été discuté récemment. Et du coup, je pense que ce serait intéressant d'avoir aussi l'avis des élus sur cette question-là parce qu'en fait, quand on avait commencé à y travailler, on s'était aperçu en discutant voilà, notamment avec le gouvernement, avec des parlementaires, en fait, il y avait un risque de rigidifier en quelque sorte une pratique et en fait, de coincer certains élus parce que tout le monde n'aurait pas, en fait, de rigidifier une pratique qui peut être quand même assez diverse aujourd'hui. Donc, on ne s'est pas dit qu'on n'allait pas le faire. En revanche, on s'est dit qu'il fallait clairement que ce soit bien réfléchi et bien concerté. Et puis aussi, véritablement trouver la façon dont ça s'articule avec la base légale qui existe déjà, en fait, pour pouvoir piétoniser une rue. Il y avait aussi des difficultés qui avaient pu nous être remontées dans la mise en œuvre de rues scolaires, notamment dans le cadre du réseau Ville Amie des enfants, avec notamment l'articulation entre les compétences de la ville et les compétences de la métropole. Donc voilà, je pense que c'est clairement une piste intéressante parce qu'aussi ça permettrait de tous parler de la même chose et puis d'en faire officiellement un outil qu'on peut mobiliser pour lutter contre la pollution de l'air. En revanche, voilà, je pense que ce serait vraiment intéressant d'avoir des rendez-vous de travail très techniques pour être sûr qu'on ne complique pas la vie de certains élus qui veulent le faire en rédigeant mal quelque chose. Donc, je pense que c'est une perspective, en tout cas, qui peut être intéressante. Merci beaucoup. On a eu une question plus technique, justement, Sophie Dupressoir. Tu parlais de la réglementation, du fait que c'était uniquement la police municipale qui pouvait gérer les barrières. On voit que dans d'autres collectivités, ce sont des animateurs. Quelqu'un suggérait que ce soit peut-être des services civiques en binôme, peut-être qui pourraient s'occuper de cela pour faire un peu d'animation. Est-ce que vous avez une idée de ce qui est légal? Est-ce que les animateurs, je suppose que si c'est le cas, peuvent participer au dispositif? Est-ce que vous avez des éléments à ce sujet-là? Alors là, moi, je suis assez surprise d'effectivement des informations qui nous ont été données tout à l'heure, parce qu'un arrêté municipal, une fois qu'il est signé, il est à la main il s'applique à tous et il est notamment, je pense par exemple sur un autre sujet, mais quand on demande un riverain qui demande un arrêté municipal pour des places de stationnement pour un chantier, c'est pas la police municipale qui vient mettre les barrières et l'arrêter. Donc on est dans le même dispositif. En revanche, effectivement, un animateur ne pourra pas verbaliser. Un animateur ne pourra pas reprendre, comme le fera un policier municipal, un contrevenant. C'est pour ça qu'ils ont le numéro de l'APM. Et puis, s'il y a des difficultés, la liaison en général se fait bien, mais c'est arrivé très peu souvent, et plutôt au début d'ailleurs. Hein, c'est quelque chose qui est derrière nous. Donc, je pense que les animateurs sont tout à fait, j'en suis sûre, ils sont tout à fait habilités à positionner des barrières dans le respect de l'arrêté. Je vais préciser ce que j'ai dit. Hein. J'ai bien dit pas poser des barrières, mais les ouvrir pour gérer des dérogations. Donc vérifier. Alors nous, ils ouvrent aux riverains et ils ouvrent aux personnes en situation de handicap. Oui, après, ça peut se faire, hein, mais c'est vrai que nos services juridiques ont étudié la question et voilà, parce que ça revient quand même à faire rentrer dans un espace qui est interdit à la circulation des usagers. Voilà, donc on a eu cette information-là et c'était les policiers municipaux et les agents de sécurité privés qui pouvaient gérer ça, mais pas nos animateurs. Et voilà, et nous, de toute façon, on est très tendu du point de vue des animateurs dans nos écoles. Ils sont très, très déjà utiles dans nos écoles, donc on a beaucoup de mal à pouvoir les mobiliser sur des tâches supplémentaires, en fait. Ça, je suis d'accord avec vous. On se rejoint au moins toutes les trois, quelle que soit la taille de la ville, c'est sûr. Voilà. Un vrai sujet. Il n'y en a jamais assez. Nous, on a le même parti pris à Bailleul qu'à Rouen, pour le coup. Et en tout cas, les mêmes informations. Parce que de toute façon, c'est pareil. Hein, nous, on a 2 policiers municipaux. Donc, autant vous dire que le jour où on aura déployé sur une grosse partie des écoles, ça sera impossible qu'ils puissent couvrir les entrées, les barrières tout au moins 2 fois par jour. Donc ils l'ont fait en fait en accompagnement sur les premières semaines. Voilà. Pour pouvoir justement faire
apporter cette pédagogie aux parents nécessaire sur les premières semaines. Mais depuis, en fait, ils n'y sont plus et ça se passe très bien. On avait reçu une question en amont du webinaire sur la qualité de l'air notamment, sur l'intérêt de faire des mesures avant ou après. Donc Chantal, tu avais abordé un peu le sujet dans ta présentation. Quel serait l'intérêt de faire des mesures avant, après la mise en place des dispositifs, selon quelle méthode et pour mesurer quels polluants? Est-ce que, donc Chantal, tu pourrais intervenir là-dessus et peut-être les élus, les collectivités, si la question a été abordée, la mise en place des dispositifs. Ouais. Donc, je pense que quelle que soit la nature de l'action publique, c'est toujours intéressant d'avoir un dispositif évaluatif et que c'est bien d'y réfléchir dès l'amont parce que ça permet par exemple, d'avoir des mesures T0 avant la mise en place du dispositif. Après, moi, je suis pas une spécialiste de la surveillance de la qualité de l'air. C'était un sujet délicat. Il y a des associations qui sont spécialisées et qui ont des méthodos de mesure, d'évaluation éprouvées, on va dire, parce qu'il faut mettre les capteurs à certains endroits, etc. Bon, la difficulté sur des mesures locales, c'est qu'on a un effet local, mais c'est ce que je vous disais un peu pendant la présentation, c'est que on peut pas promettre d'avoir un résultat sur les concentrations de fonds urbains. Enfin voilà, il faut agir sur la concentration de fonds urbains. Elle est vraiment multifactorielle. Elle résulte du trafic routier dans sa globalité, et il faut vraiment agir avec une politique importante, à la fois sur la baisse du trafic, sur la baisse des émissions, à la fois sur le trafic routier et sur les systèmes de chauffage. Enfin bref, il y a plein de sources, et donc baisser les émissions, c'est un travail multifactoriel difficile. Donc, c'est pour ça que c'est à double tranchant, mais c'est quand même déjà intéressant de montrer que localement, on améliore la situation. Oui, et moi, ce qui m'a beaucoup frappé lors de la fermeture, c'est aussi le bruit, l'impact sur le bruit. Il y a aussi des moyens de le mesurer, mais c'était très très net, qui induit lui-même une absence de stress, enfin en tout cas une réduction du stress. On entendait les oiseaux chanter, enfin c'était très très impressionnant et encore plus perceptible que la pollution. Oui, de toute façon, les NOx, on les sent pas. Hein. Donc, il n'y a que des mesures qui peuvent objectiver la baisse des NOx. Après, on sait que les fumées, elles sentent. Et du coup, je souscris tout à fait à cette question du bruit. Hein. Il y a un rapport qui est sorti cet été sur les effets du bruit, les effets néfastes du bruit de l'ADEME. Voilà, on parle de la pollution de l'air, mais les nuisances sonores, c'est un vrai problème. Et donc, quand Denis Moreau parlait de la sociabilité, du fait qu'on puisse, près de l'école, échanger, s'il y a moins de bruit, c'est plus facile aussi. Juste sur le sujet, on est en train de passer à Rouen une convention avec Atmo, qui est notre association agréée sur les mesures d'air. Donc, une fois que cette convention sera effective, il est prévu qu'on puisse faire des mesures en période de trafic, en période de fermeture sur différentes écoles. Oui, nous, on projette aussi évidemment de le faire. Je suis preneuse du coup d'organismes qui peuvent peut-être d'adresses d'organismes qui peuvent nous accompagner sur le sujet aussi. Voilà. Si toutefois, Sophie, par exemple. Je crois que c'est les associations de surveillance de la qualité de l'air. Hein. C'est un réseau national d'associations. Oui, pour le Nord, c'est Atmo Hauts-de-France. Voilà, d'accord, donc on est déjà en contact avec eux. Ouais. Ça marche. Vous avez répondu à toutes les questions et les thèmes qui ont été abordés. On a un petit peu dépassé la limite que nous nous étions fixée. Si l'un ou l'une d'entre vous veut dire un mot avant que Cécile conclue le webinaire, je vous en prie.
Devant ce silence, j'en déduis que je peux conclure. Voilà, donc merci à toutes et à Denis, le seul homme de notre webinaire aujourd'hui qui est intervenu. Pour la qualité de vos échanges et puis pour vos retours d'expérience dans les 3 villes de Strasbourg, de Bailleul et de Rouen. On a bien vu que 3 villes différentes, 3 tailles différentes, le même enjeu, les mêmes enjeux sanitaires, le même enjeu de qualité de l'air et en même temps des dispositifs qui ne se ressemblent pas forcément, qui ont des petites différences. Et moi, je vais vous en donner un 4e qu'on ne va pas avoir le temps de creuser, mais à Grenoble, on a mis en place les places aux enfants devant les écoles et en fait, c'est une piétonisation H24, 7 jours sur 7, des rues devant les écoles. Donc, ça a beaucoup d'avantages, c'est sûr. Par contre, c'est beaucoup plus contraignant pour les citoyens. Donc, un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler à un autre moment. Si je devais faire un petit résumé de ce webinaire assez rapidement, on est tous là sur des enjeux sanitaires, sur des enjeux de qualité de l'air autour de ces rues scolaires. Et en fait, moi, ce que je retiens, c'est que en plus d'améliorer la qualité de l'air aux abords des écoles, ça nous permet de changer nos modes de déplacement et nos habitudes, ce qui a un effet positif sur notre santé, puisque du coup, ça nous incite à marcher, prendre le vélo, ça sécurise les sorties d'école, ça favorise l'autonomie de l'enfant, ça nous permet de nous approprier l'espace public et en plus, là je viens de le noter à la fin, ça permet de faire baisser le bruit qui effectivement a des effets très néfastes sur notre santé. Donc j'ai envie de dire, ces rues scolaires, ces places aux enfants, ces rues aux enfants, peu importe à la limite le nom qu'on leur donne, le dispositif est quelque chose de très intéressant qu'il faut qu'on mette en avant tous. Je crois qu'élus locaux, il faut qu'on y aille et qu'on continue à y aller, même si ce n'est pas toujours simple et même si des fois, on a des effets, des réflexions un petit peu négatives là-dessus. Il faut trouver les bonnes solutions adaptées aux écoles, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup d'y aller parce que quand on fait la liste des intérêts que ça peut porter, je crois que la question ne se pose plus et en plus, on parle d'enfants. Après, voilà, il y a aussi la ville dans sa globalité. On se pose la question de super protéger les sorties d'école pour avoir le reste de la ville hyper dense en trafic. Enfin, moi, je pose là comme ça à la fin. Je sais que ce n'est pas le moment d'ouvrir le débat, mais je pense qu'il faut qu'on ait aussi ça. Il faut qu'on ait aussi une vision globale de nos villes et de la place qu'on veut laisser au trafic et à la voiture. Donc voilà pour un résumé rapide de ce webinaire. Juste vous dire que on ne va pas s'arrêter là, hein, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer d'abord un questionnaire pour savoir quel intérêt vous avez porté à ce webinaire, s'il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde dans des webinaires suivants, toujours en lien avec la qualité de l'air. Et on vous enverra aussi une brochure avec les différents témoignages et les échanges qu'on a eus ensemble aujourd'hui. Je crois que j'ai tout dit, Fanchon, j'ai rien oublié. C'est parfait. Sophie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est tout a été dit et oui, c'est vraiment ça s'inscrit les rues scolaires en tout cas sur le volet santé dans la création d'environnements favorables à la santé et que c'est un des dispositifs parmi d'autres et qu'en effet il faut agir sur toutes les autres modes d'action, mais c'est une première étape qui est pertinente et qui est en plus plébiscitée par les parents et on voit que de plus en plus d'élus sont engagés dans ce dispositif. Merci pour la coordination. Pardon. Merci beaucoup pour les interventions de tout le monde, pour les questions qui ont été posées. Si vous avez des questions qui restent en suspens auxquelles on répondre, n'hésitez pas à nous les envoyer. On refera un point dessus dans la documentation qu'on vous enverra à l'issue de ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous connecter aujourd'hui pour répondre à ce sujet qui est très intéressant. Et on espère que vous avez découvert de nombreuses pistes et que vous allez pouvoir développer de plus en plus de rues scolaires et aller encore plus loin dans vos collectivités respectives.